On va parler aujourd'hui d'un un système quasi invisible qui, depuis un demi-siècle, dicte les règles de l'économie mondiale et qui assoit la puissance d'un seul et unique pays. Ce système, c'est le pétrodollar. Et on va le décortiquer ensemble pour bien comprendre comment il a façonné le monde dans lequel on vit. Tout part d'une question qui a l'air simple, mais qui est en fait fondamentale. Comment se fait-il que le pétrole, la ressource la plus échangée sur la planète, s'achète presque toujours en dollars américains? C'est ce grand mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Et la clé de ce mystère, elle tient en un mot: pétrodollar. Mais attention, ce n'est pas juste un terme technique pour économistes, non, il faut vraiment l'imaginer comme l'ossature, l'armature cachée qui soutient toute l'influence des États-Unis sur la scène mondiale. Pour comprendre comment cette armature a été construite, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière, à une époque de crise majeure. Allez, on plonge dans les années 70. L'ambiance est peut-être à la fête et au pantalon pas de def, mais en coulisses, l'économie américaine est au bord du précipice. Et son pilier, le dollar, est en train de vaciller sérieusement. En fait, tout s'enchaîne très vite. En 1971, coup de tonnerre, le président Nixon décide que le dollar n'est plus convertible en or. Sa valeur se met à flotter et l'inflation explose. Et comme si ça ne suffisait pas, en 1973, l'OPEP, c'est-à-dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, décide de fermer les vannes. C'est le fameux choc pétrolier. Les prix quadruplent, l'économie mondiale est KO. C'est vraiment dans ce chaos ambiant qu'une solution, pour le moins radicale, va être imaginée. On arrive à un moment absolument décisif. Une mission diplomatique menée dans le plus grand secret qui va complètement redéfinir les règles du jeu pour les 50 prochaines années. La scène se passe donc en 1974. Henry Kissinger, qui est à l'époque le grand Manitou de la diplomatie américaine, s'envole pour l'Arabie Saoudite. L'enjeu est tout simplement colossal, il faut sauver le dollar et avec lui toute l'économie américaine. Et sur la table des négociations, qu'est-ce qu'il y a? Une offre que le royaume saoudien peut difficilement, très difficilement refuser. Washington propose rien de moins que sa protection militaire totale, un véritable bouclier américain pour garantir la sécurité du régime et, bien sûr, de ses précieux champs de pétrole. Mais évidemment, cette protection, elle a un prix. Et c'est là que se trouve le cœur du réacteur. En échange de ce parapluie militaire, l'Arabie Saoudite doit s'engager sur une chose, une seule, facturer l'intégralité de son pétrole sans aucune exception en dollars américains. Et là, c'est l'effet domino. L'Arabie Saoudite, c'est le leader incontesté de l'OPEP, le poids lourd du cartel. Alors quand Riyad accepte, les autres pays membres n'ont pas vraiment d'autre choix que de suivre le mouvement. Et voilà, c'est l'acte de naissance officiel du système pétrodollar. Un accord entre deux pays vient de créer une nouvelle norme mondiale. Bon, maintenant que l'accord est en place, la question c'est comment cette machine fonctionne-t-elle au quotidien? Vous allez voir, le mécanisme est d'une simplicité redoutable et d'une efficacité diabolique. Le principe de base, il est tout simple. Qu'on soit en Allemagne, au Japon, en Inde ou n'importe où ailleurs, pour acheter du pétrole, qui est quand même le sang de l'économie mondiale, il faut d'abord posséder des dollars. Ça crée mécaniquement une demande mondiale constante et en part artificielle pour la monnaie américaine. Mais ce n'est que la première étape du plan. Parce que les pays producteurs se retrouvent avec de véritables montagnes de dollars, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de tout cet argent? Eh bien, ils le recyclent. C'est-à-dire qu'ils le réinvestissent directement aux États-Unis en achetant pour la plupart des bons du Trésor, ce qui n'est rien d'autre en fait que de la dette de l'État américain. Et voilà, on touche au point crucial. Ce recyclage permanent garantit aux États-Unis d'avoir toujours un acheteur pour leurs dettes. Ça leur permet de financer leurs déficits budgétaires gigantesques, y compris leur armée, en empruntant de l'argent à des taux incroyablement bas. C'est un circuit fermé qui est extrêmement avantageux pour Washington. Maintenant, on va passer de l'économie pure à la géopolitique. Parce que ce système, ce n'est pas seulement une machine à sous financière. C'est aussi, et peut-être surtout, une arme de pouvoir redoutable. La conséquence logique de tout ça, c'est que l'immense majorité des transactions internationales, d'une manière ou d'une autre, doit transiter par le système bancaire américain via le fameux réseau SWIFT. En clair, Washington contrôle la plomberie de la finance mondiale. Et bien sûr, qui contrôle les tuyaux peut aussi décider de fermer le robinet. Grâce aux sanctions, les États-Unis peuvent tout simplement débrancher un pays du système financier mondial. Pour un pays comme l'Iran ou la Russie, par exemple, perdre l'accès au dollar, ça veut dire ne plus pouvoir vendre son pétrole ou acheter des produits essentiels facilement. C'est un moyen de pression absolument énorme. Et ce pouvoir financier est évidemment adossé à une puissance militaire sans égale. Regardez ce chiffre, plus de 800 milliards de dollars. C'est le budget annuel de la défense américaine, un budget colossal qui est en partie rendu possible par le système qu'on vient de décrire. Ça illustre parfaitement ce qu'on peut appeler un cercle vertueux, du moins du point de vue de Washington. Le système pétrodollar aide à financer l'armée la plus puissante du monde
Et cette même armée sécurise les routes maritimes par lesquelles le pétrole transite, ce qui garantit la pérennité du système. La boucle est bouclée. Mais voilà, après 50 ans d'une domination qui semblait totale, cet édifice, qui paraissait inébranlable, commence à montrer quelques signes de fatigue. On voit apparaître des fissures, de vraies fissures dans les fondations. Ce tableau, il résume bien le changement d'époque. Hier, on avait l'hégémonie totale du dollar. Aujourd'hui, on a la montée en puissance des BRICS, notamment la Chine, qui pousse sa propre monnaie, le yuan. Hier, le pacte avec l'Arabie saoudite était en béton. Aujourd'hui, les relations se sont sérieusement refroidies. Et enfin, la dépendance mondiale au pétrole est de plus en plus remise en cause par la transition énergétique. Et les menaces sont très concrètes. On parle de plus en plus de dédollarisation, un mouvement mené par des pays comme la Chine et la Russie. L'Arabie saoudite elle-même a déclaré, et ça c'est une première en 50 ans, qu'elle était ouverte à vendre son pétrole dans d'autres monnaies. Et si on ajoute à ça le développement des monnaies numériques, qui pourraient un jour contourner le système bancaire traditionnel, et bien sûr la fin programmée de l'âge d'or du pétrole, eh bien ça fait beaucoup de défis en même temps. Donc, pour résumer, le pétrodollar a été beaucoup plus qu'un simple accord commercial. Il a donné aux États-Unis ce que certains appellent un privilège exorbitant, celui d'être la banque du monde, de contrôler la monnaie de réserve mondiale et donc une bonne partie de l'économie de la planète. La conclusion qui semble s'imposer aujourd'hui, ce n'est pas forcément celle d'un effondrement brutal du dollar, c'est plutôt la fin d'une ère d'hégémonie absolue. On entre dans un monde qui devient multipolaire, et dans ce nouveau monde, le billet vert va très certainement devoir apprendre à partager son trône. La grande question reste donc entière. Est-ce qu'on assiste simplement à une transition en douceur vers un nouvel équilibre mondial, ou est-ce que les fondations du système sont si fragilisées qu'on pourrait vivre un changement beaucoup plus brutal, un véritable crash historique? L'avenir du pétrodollar, c'est en grande partie l'avenir de l'ordre mondial qui se joue